Eh ben, bonjour à toutes en live, toujours pareil, hein. Il y a que les filles qui sont là présentes en direct sur ce challenge, mais à tous et toutes qui regardaient en replay, parce que je sais que là, on a quand même quelques messieurs qui regardent aussi discrètement les replays. Alors aujourd'hui, on va faire la suite puisqu'on s'est dit qu'on allait se découvrir, se poser des bonnes questions. Ça, on a débriefé hier en plus. Et puis qu'ensuite, comment on pouvait réutiliser les informations qu'on a eues dans ces questions-là pour avoir une argumentation totalement efficace. Il reste un point quand même qui est en fil rouge, on va dire, dans cette discussion, dans cet échange, c'est la posture. C'est le sujet d'aujourd'hui, hein, c'est comment on sort le grand jeu pour pouvoir séduire véritablement notre client et plus sérieusement lui inspirer cette confiance hein, qui fait qu'il va nous suivre jusqu'au bout du monde et en tout cas acheter ou accepter le produit ou service qu'on a à lui offrir. Offrir bien sûr, conditions monétaires quand on est dans la vente, mais voilà, ça peut être aussi des propositions, ça peut être des choses comme ça. C'est pas forcément applicable que à de la relation achat-vente. Parce que, en fait, cette histoire de posture, on va le détailler, hein, mais ça a un impact énorme. C'est 80% du job. Par rapport à ce que vous allez raconter, il y a plus de 80% du oui à la fin qui arrive par votre posture, par votre non-verbal et votre paraverbal. Vous voyez que ça vaut le coup quand même qu'on s'y intéresse 2 minutes. Juste avant ça, je veux quand même qu'on revienne sur le sujet d'hier parce que j'ai reçu, alors vous allez être jaloux, hein, parce que forcément, celle qui fait bien ses devoirs, c'est toujours Camille. Donc, je vais. Mais j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc on va débriefer à chaud quand même sa présentation, son argumentation. On avait dit attention à bien faire ressortir les cailloux. Alors je ne vais pas tout forcément redire, mais dans les passages intéressants de ce que m'a proposé Camille, je vous rappelle qu'elle est chasseuse de talent ou chasseuse de tête talentueuse. Et donc, dans ce qu'elle proposait, en fait, elle parlait de, pendant que vous cherchez vos futurs candidats, vous n'êtes pas concentré sur votre cœur de métier. Et puis, en plus, ces entretiens, euh, il arrive que les candidats, ils viennent pas, en fait. On les convoque et puis ils se présentent pas. Donc, je perds en plus du temps. Donc, je suis pas en train de faire des choses qui sont au cœur de mon activité, qui sont les choses sur lesquelles je suis objectivée ou en tout cas qui sont importantes pour l'impact de mon travail, hein, de mon rôle dans l'entreprise. Et en plus, je perds du temps parce que parfois, ils ne viennent pas. Donc, en face de ces deux cailloux, Camille nous propose de se faire accompagner en fait pour sécuriser le process de recrutement et trouver le plus rapidement possible la bonne personne. Voilà, ça c'est les cailloux et les solutions qu'on met en face. Alors, c'est une très bonne version qui marche, encore une fois, si c'est vraiment ça le besoin de la personne en face. Hein. On est bien d'accord, c'est ce qu'on a dit hier, c'est que en fonction de ce que la personne elle veut, est-ce que c'est justement d'avoir un process sécurisé qui lui fait pas perdre du temps, si c'est ça qu'on a découvert pendant la phase de questionnement, c'est l'argumentation qui va bien en face. On est d'accord, je réinsiste, même si ça peut paraître évident, que si la personne, elle, ce qu'elle veut, c'est se débarrasser d'un truc qui n'est pas du tout dans sa zone de compétence et que ça lui prend la tête de le faire, on ne va pas lui parler de sécurité, on ne va pas lui parler de perte de temps, etc. On va aller sur le fait que nous, on a la bonne compétence et que le caillou, bah, c'est effectivement, il n'est pas compétent pour le faire, il n'a pas l'habitude, il ne sait pas comment ça se passe, il ne connaît pas les interactions, les quiz, les je ne sais pas quoi. Donc, bah, forcément, il risque de faire beaucoup d'erreurs. Et donc, à ce moment-là, on irait plutôt sur ces cailloux-là et les solutions en face qui sont d'avoir en face quelqu'un qui est super expérimenté pour faire ce recrutement. Vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La, la réalité, le plus impactant, c'est d'utiliser la réponse qui correspond à ce que la personne nous a dit pendant la phase de questionnement. Ça paraît évident. Néanmoins, dans la réalité, on se rend compte que c'est souvent pas le cas parce qu'on arrive trop souvent avec des idées préconçues où on se dit bah forcément je vais lui dire ça parce que c'est ça qui va lui plaire. Et puis on n'a pas bien écouté, on n'a pas fait cet effort d'avoir une écoute très active pour comprendre en fait quels sont les vrais cailloux qui concernent cette personne-là et lui proposer ce qu'il va en faire. Ok, alors
le grand jeu. Alors, pour rigoler, hein, je vous ai mis le haut à paillettes, le rouge à lèvres, le mascara, voilà. On est d'accord que c'est pas avec ça qu'on va vraiment séduire notre client, c'était plus pour illustrer de manière ludique cette thématique. Avec quoi on va le séduire? Pour le séduire, en fait, il faut lui inspirer de confiance. C'est ça qu'on veut, hein. Encore une fois, on veut que notre interlocuteur, que ce soit un prospect qui ne nous connaît pas, ou même un client qui nous connaît déjà, qu'il ait envie d'aller toujours un peu plus loin avec nous, hein, qu'on puisse le garder dans la durée et qu'on puisse engager une relation qui soit vraiment la plus durable et puis la plus, comment dire, euh, la plus précise, enfin, c'est-à-dire qu'il va nous livrer de plus en plus de choses de son activité, parce qu'au début, il nous dit un peu le dessus de l'iceberg, hein, puis après, quand on gagne la confiance, on va pouvoir aussi se rendre compte qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus importantes encore qui se cachent dessous, parce qu'il nous a exprimé juste ce qui le tracasse au début, mais souvent, il y a des causes racines hein, qu'on peut aller chercher encore en dessous et on peut proposer d'autres prestations ou des prestations plus importantes qui ont plus haute valeur ajoutée pour aller répondre à ces cailloux-là. Donc pour ça, il faut avoir une posture. Alors je vais essayer de reculer un peu l'ordinateur pour que vous me voyez. Je vais me reculer moi-même. Vous me voyez un peu plus grande. Voilà. Alors bon, non, je ne vais pas me grandir, mais en tout cas, que vous me voyez un peu plus entière. En fait, s'il y a deux choses importantes quand on est en relation avec quelqu'un, un être humain, euh, c'est les mains. Ça, c'est la première chose. Il faut que vos mains soient visibles. Qu'on soit assis à une table, hein, on met bien les mains sur la table, ou qu'on soit debout, nos mains doivent être devant. Alors ça, c'est, on va dire, ancré dans nos cerveaux ancestraux de ce qu'on appelle le reptilien, ou en tout cas la base de notre cerveau qui gère notre survie. C'est qu'en fait, c'est ancré en nous que quand les mains sont cachées, ben, la personne peut cacher une arme. Elle peut avoir une massue, si on est l'homme des cavernes, elle peut avoir un pistolet, un revolver, elle peut avoir un couteau. Donc, notre cerveau, qui est, en tout cas cette zone reptilienne, qui est câblée pour nous assurer notre survie, hein, nous défendre, quand elle ne voit pas les mains, elle se méfie. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué, par exemple, dans les interrogatoires de police, que les gens qui montent, eh ben, ils ont souvent les mains dans le dos, ou s'ils sont assis, elles sont cachées sous la chaise ou sous la table. Voilà. Donc, ça, c'est un point important qui est totalement inconscient. Hein. On ne se dit pas, tiens, je vois pas ses mains, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un couteau? C'est pas comme ça que ça se passe, mais inconsciemment, en fait, notre cerveau, il n'est pas tranquille, en fait, quand il ne voit pas les mains. Donc, ça, c'est la première chose. Montrez vos mains. Et puis, la deuxième chose qui est vraiment toute simple, c'est d'ouvrir ses épaules. Voilà. On sort les pecs, on dégage le décolleté, mais simplement le fait d'ouvrir ses épaules, d'être ancré au sol et d'ouvrir les épaules. Alors, même si on est assis hein, sur une chaise, mais moi, je me suis mise debout pour que vous voyez mieux, mais c'est vraiment d'avoir cette posture droite. Ça, c'est pareil, c'est de l'entraînement. C'est quand on est assis dans sa voiture derrière le volant, ben, on dit tiens, reste-toi. Quand on est assis à son bureau, enfin voilà, de prendre l'habitude de toujours ouvrir les épaules. Alors, ça a un impact sur les gens en face de nous parce que ça leur donne cette impression qu'on a plus confiance en nous. Ça va vraiment changer leur perception et ça va changer la crédibilité qu'ils nous accordent. Donc ça, c'est super important. On devient plus crédible, on devient plus expert en fait quand on se tient droit. Bon, ben voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça que fonctionne le raisonnement humain. Et puis alors, il y a un truc incroyable et je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube le TED Talk. Je sais pas, j'espère que vous connaissez les conférences TED, c'est vraiment des TED. C'est TEDx, hein, qui est la licence régionale ou nationale du TED international. Et en fait, ces vidéos, elles sont juste géniales. Il y en a sur plein de sujets différents. Mais il y en a une qui a été faite par Amy Cuddy, A-M-Y-C-U-D-D-Y, Amy Cuddy, qui explique en fait que cette posture, elle va non seulement avoir un impact sur notre public, mais elle va avoir aussi un impact sur nous, un impact physiologique. C'est-à-dire que si on met des gens, prenez tiens d'ailleurs dans l'expérience qu'ils font, ils prennent des candidats pour un
pardon, c'est le truc est en anglais, donc j'ai job interview dans la tête, mais un entretien d'embauche, pardon. Euh, et, euh, et en fait, ils en mettent la moitié dans une posture comme ça, là, une posture de défaite, de oh là là, je me sens pas bien, je me sens triste. Et puis l'autre moitié en posture de ce qu'on a appelé la posture Wonder Woman, ou en tout cas, voilà, une posture où où on se sent bien pendant 2 minutes. Et ils font des tests sanguins avant et après cette position. Ceux qui sont en position basse, comme ça, en fait, ils ont leur taux de testostérone qui descend. Mais alors, par un truc de dingue, il faut regarder la vidéo, mais c'est genre 20-25% de taux de testostérone qui descend. Et le cortisol qui monte de 15%. Donc, en fait, et bien sûr, ceux qui se tiennent comme ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la testostérone monte et le cortisol descend. Qu'est-ce que ça veut dire? La testostérone, c'est l'hormone de l'action, du courage, de j'y vais, quoi, hein, et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, plus je vais avoir ma testostérone qui est haute, plus je vais me sentir en confiance. Et mon cortisol qui est bas, donc je ne suis pas stressée, je suis bien, je suis détendue. Donc là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas juste vous savez, de la méthode Coué, de je fais semblant d'aller bien, je fais semblant d'avoir confiance en moi, c'est que en plus, ça devient réel. C'est-à-dire que ça a un impact réel sur mes hormones, en fait, ma production d'hormones à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça qu'elle, si vous connaissez la phrase en anglais qui dit fake it till you make it, hein, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, et ben elle a dit fake it till you become it, ce qui est encore plus fort, hein, fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes en fait, parce que ça nous transforme aussi intérieurement. Donc, vous voyez ce truc de dingue quand même, se dire pendant 2 minutes, je me tiens bien droite, je me tiens comme ça. Non seulement ça va devenir aussi une routine et je vais me tenir mieux face à mes interlocuteurs, je vais avoir un meilleur impact sur eux, mais en plus, ça va me changer moi-même parce que moi-même, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiante dans cette relation. Ça marche aussi sur les hommes, bien sûr, j'ai été confiante parce que je suis une fille, mais effectivement, ça marche sur tout le monde. Donc, allez voir ce TED Talk, elle vous explique tout ça très, très bien. Amy Cuddy, en tout cas, je vous en ai fait un résumé là. Et puis, tout ça, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, en fait, dans la communication, on se rend compte qu'il y a, alors j'ai dit 80% pour parler large, mais en fait, quand on fait, il y a une expérience qui a été menée par un monsieur qui s'appelle Albert Merabian, qui montrait que l'impact de la communication orale, c'est 7% seulement sur les mots, sur la communication verbale, et que les 93 autres pourcents, ils sont répartis sur de la communication non verbale, c'est-à-dire justement tout ce qui se voit, hein, ma gestuelle, ma posture, mon expression du visage, toutes ces choses-là. Et l'autre partie sur le paraverbal, qui est ce qui s'entend, c'est-à-dire mon rythme de voix, mon intonation, les variations que je vais mettre dans ma voix pour que ça reste intéressant et compréhensible par l'autre. Ce qui veut dire que, bien sûr, que ce que vous dites a de l'importance, et j'ai quand même commencé par ça les 2 premiers jours, mais ça veut dire que la même chose, le même discours, quand on prépare un discours, souvent on prépare que le texte écrit, ce qui est une grosse, grosse erreur. Et notamment dans les formations françaises, on a tendance à se focaliser beaucoup sur l'écrit, sur la rédaction du texte, alors que dans les versions américaines, c'est en train de changer. Hein, mais dans l'éducation américaine, on pratique beaucoup l'oral. Et en fait, ils ont raison parce que quand on travaille que le texte, on perd totalement l'impact. Le même discours, écrit de la même façon, écrit par des spécialistes de la communication, et on peut prendre des exemples, par exemple, dans le monde de la politique, parce que c'est pas pour faire de la politique du tout, mais c'est parce qu'ils ont des discours qui sont forcément écrits par des experts de la communication. Les mots ne sont jamais choisis au hasard. Ben, si vous prenez le même discours dit par quelqu'un qui va y mettre la posture, qui va y mettre l'intonation, qui va montrer de l'engagement dans son discours, et encore une fois, le même discours dit par quelqu'un qui a l'air comme ça de ne pas être sûr de lui et qui parle d'une voix très monotone comme ça, où on a tous envie de s'endormir, ça ne va pas procurer du tout le même résultat. Donc c'est là que c'est super important aussi de se dire, OK, je pose des bonnes questions, je travaille bien mes arguments, je m'intéresse à l'autre, je personnalise au maximum tout ça. Tout ça, c'est une super base. Maintenant, pour que vraiment j'augmente mes chances de le convaincre, de lui donner confiance, de lui donner envie de partir avec moi, il faut aussi que je travaille la façon dont je vais le faire parce que ça n'a pas du tout j'ai pas du tout les mêmes chances.
En fait, je prends souvent cette image-là, c'est que c'est comme quand on a le tiercé dans l'ordre ou le tiercé dans le désordre. Voilà, sur plein de choses, j'aime bien cette image parce que je me dis que, voilà, le tiercé, alors je ne joue pas du tout au tiercé, mais le tiercé dans le désordre, ça doit rapporter, j'en sais rien, peut-être 5 ou 10 euros, enfin une petite somme d'argent. Et si je gagne le tiercé dans l'ordre, et ben forcément, peut-être je gagne, je sais pas, 50 000, 100 000 euros, voilà. Et ça n'a rien à voir. Donc, mon discours, mon entretien, si je l'ai bien fait d'un point de vue questionnement, argumentation, tout ça, ben, ok, j'ai quelques chances que ça se convertisse. Mais si en plus je rajoute l'impact phénoménal de ma posture, là, mes chances de gagner, elles augmentent, mais de manière exponentielle. Ok. Donc c'était ça vraiment l'idée que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui. Et puis, ah oui, un dernier point, parce que je vois, je m'étais noté ça aussi, c'est aussi, parce qu'on parlait du chemisier à paillettes et de ce qui est, euh, comment dire, adéquat ou non. Ça, c'est très relatif, d'accord? Je ne vais pas vous dire il faut être habillé comme ci ou avoir tel type de tenue vestimentaire, parce que là aussi, il faut savoir s'adapter au code de son environnement. C'est-à-dire que si je vais travailler, moi j'ai commencé à travailler par exemple dans une chambre de commerce et d'industrie, j'avais 25 ans, j'avais l'air d'en avoir 18, bah forcément le code vestimentaire, il était très strict. Donc, j'avais tailleur. Et puis, en plus, je m'attachais les cheveux, je me maquillais beaucoup plus qu'aujourd'hui, etc., pour me vieillir, en fait, pour faire la fille sérieuse et bien lisse, bien propre sur elle. Et puis, quand je suis arrivée dans le monde de l'événementiel, je me suis rendu compte que tous mes collègues, ils étaient en jean converse, quoi. Donc, ben là, d'arriver en tailleur, j'avais juste l'air d'être la nana qui se la pète et qui veut pas se mélanger au groupe, quoi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bon ou mauvais, enfin de bonne ou mauvaise tenue. En fait, c'est de savoir aussi s'adapter à son environnement. Pareil, hein, quand j'étais en tailleur, je travaillais beaucoup avec, dans cette chambre de commerce, j'étais dans le Jura, il y avait beaucoup de ressortissants qui étaient des usines, donc d'usinage, de métallurgie, de choses comme ça. Vous pensez bien qu'il valait mieux arriver en tailleur pantalon avec des chaussures plates que en tailleur jupe avec des petits talons, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait aussi où il faut avoir cette intelligence-là de se dire comment je m'adapte à mon interlocuteur, à mon environnement. OK? Donc, l'exercice pour aujourd'hui, pour que ce soit un peu fun pour le dernier jour, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment recevoir là bah, une photo de vous, ou une vidéo même carrément, si vous voulez, où vous montrez une posture de Wonder Woman, ou de Superman, ou en tout cas de quelqu'un, alors bien sûr, pas le truc super-héros, mais quelque chose où je me dis, OK, là, j'ai vraiment envie de travailler avec cette femme ou avec cet homme parce que euh, ça inspire de la crédibilité et ça inspire de la confiance. OK? Ah ouais, bah on monte en degré forcément dans les défis du challenge. Et voilà, puis ça a une petite touche un peu rigolote aussi. Euh, donc voilà, ça c'est le défi pour le troisième et dernier jour. Demain, on fait le bilan, on regarde les photos, et puis on élit le gagnant quand même de 7 heures de coaching pour aller gratter justement des choses sur vos business en one-to-one, là, en toute discrétion, bien sûr, pour rentrer dans le cœur de votre activité. Donc, j'attends les photos ou les vidéos. Toujours le code hashtag CSC Challenge Séduction Client 24 sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et puis, on se retrouve demain à midi et quart pour débriefer tout ça. Et comme d'hab, ceux qui sont en direct, eh ben, ils vont pouvoir poser des questions s'ils en ont. Et les autres, eh ben, on se retrouve demain. Donc, moi, j'arrête l'enregistrement.